Bonjour tout le monde, belle journée, goedemorgen iedereen, good morning everyone. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui à l'Africa Museum pour cette journée de rencontre qui s'appelle Réappropriation et où pour la première fois, après plusieurs années de travail avec les artistes ici au musée, on a l'occasion et l'opportunité de montrer soit du travail qui a été réalisé, soit des réflexions qui sont en cours, soit des choses qui sont réalisées avec des documents qui viennent du musée, mais qui sont réalisés pour des productions à l'extérieur. Donc voilà, ça va être la parole et l'espace pour les artistes cette matinée, donc en 2 sessions, avec une interruption de 15 minutes entre les 2 sessions, et donc avec toute une série de présentations sur ce travail de réappropriation, au départ des collections, archives, films du musée. Voilà, donc bienvenue à tous et n'hésitez pas dans la journée si vous avez des questions, si vous avez envie de réagir, etc. On donnera la parole à la salle à plusieurs reprises. Voilà, on va commencer la première session de ce matin avec Tatiana. Je ne vais pas me mettre devant les baffles, donc je sais que... Voilà, avec la première session et la présentation de Tatiana Baum qui va nous parler de son travail. Voilà, belle matinée à tous et à tout de suite. Bonjour, on m'entend? Bon, pas bien. Donc ici, je vais vous présenter un projet auquel j'ai travaillé pendant 2 ans, il y a 1 an, Impossible réparation. Donc ce sont des installations performatives, participatives, autour de l'extraction des ressources des matières premières des pays colonisés, avec l'extraction qui se fait par les pays colonisateurs. Donc c'est voilà, donc il y a le texte qui est là. Je suis un peu stressée de parler. Donc je vais vous montrer directement les images. Donc voilà, ici c'est la première phase de recherche qui a eu lieu dans un lieu de résidence à Bruxelles, donc où se rejoue la scène du pillage. Donc les bobines de fil doré représentent les ressources, les matières premières des pays colonisés. Les ventilateurs qui sont branchés dans le fond de la salle, en fait, servent à produire sur les images de faune, de flore et de population qui sont ensevelies sous le pillage au fur et à mesure de l'extraction. Donc ici, les visiteurs actionnent les ventilateurs, constituent avec les images de faune, de flore, de population, le support qui va servir en fait à l'extraction, donc à constituer les bobines de fil doré qui représentent en fait le butin de l'Occident. Donc l'installation est progressive au fur et à mesure en fait, de l'exposition. Le butin de l'Occident s'est constitué au fur et à mesure avec les visiteurs, donc avec ces images enfouies sous le butin. Dans la deuxième phase, donc dans une deuxième installation, on reprend en fait le butin de l'Occident et il est temps de défaire les nœuds et donc c'est le temps de la réflexion. Donc ici, les ventilateurs sont débranchés, donc les colonisateurs, en gros, sont en arrêt. Les blocs de bois d'azobé, qui étaient aussi dans le premier volet, représentent quant à eux l'économie. L'azobé, c'est le bois exotique qui sert encore ici, en Belgique, pour tout ce qui est billes de chemin de fer, donc pour tout ce qui est transport, en fait, importation, exportation. Et donc, au fur et à mesure du pillage, les ventilateurs s'élèvent économiquement avec ces blocs de bois d'azobé. Et donc, dans cette deuxième phase, le visiteur reprend au fur et à mesure chaque bobine donc, qui se trouvait sur le butin de l'Occident, pose donc son butin sur le ventilateur débranché et au fur et à mesure libère les images qui ont été enfouies en fait sous le pillage et est restituée sur un monument funéraire. Et donc
chaque butin est restitué sur un clou et redonné en tant qu'offrande à ce monument funéraire. Donc ici, on voit des visiteurs défaire les nœuds. Et donc ici, c'est dans un autre lieu. Donc là, on revient au pillage, donc au premier volet. On voit en fait un des visiteurs constituer sa bobine de pillage. Et donc là, les ventilateurs à l'arrêt, où quelqu'un est en train de défaire les nœuds pour libérer en fait les images qui se trouvent enfouies sous le butin de l'Occident. Donc il y a une troisième phase à ce projet qui est retramer l'histoire. Donc ici en bas du monument funéraire, on voit en fait les déchets du pillage qui ont été remis au pied donc, du monument funéraire et qui servent en fait pour le troisième volet à retramer l'histoire. Donc là, on est dans le zoom en fait du monument funéraire et les images du coup qui ont été remises à jour en fait lorsqu'on a défait les nœuds. Donc il y a une partie de ces archives qui viennent des bouquins qui s'appellent Le Congo belge, mais aussi des images qui viennent de la colonisation en Australie ou en Terre de Feu. Et donc ça ouvre aussi en fait la question, pas juste par rapport à la RDC, mais comment en fait l'Occident aussi s'est enrichi en fait sur les colonisations et sur l'extraction et donc l'exploitation en fait des populations et des ressources en dehors de ces territoires. Et donc ici, on a la troisième phase qui est retramer l'histoire, où du coup, avec les déchets et donc les offrandes, c'est reconstruire ensemble autrement. Donc ces installations sont participatives, donc c'est le public qui construit vraiment l'exposition au fur et à mesure, enfin les installations, et alors la réflexion et la mémoire du geste aussi qu'il implique dans ces performances installations. Voilà. Et donc là, par rapport au musée, je suis dans un autre projet. Voilà.
Bonjour, je suis Sixte Kakinda, dessinateur et artiste visuel, détenteur d'un diplôme de doctorat en Global Art Practice de la Tokyo University of the Arts. Ma démarche artistique puise dans les arts africains surnommés arts primitifs ou arts premiers pour étendre, libérer, décoloniser les dessins tout en utilisant la ligne, élément de base du dessin, les propriétés de la ligne qui, croisées à d'autres disciplines artistiques, ouvrent la porte à de nouveaux processus de génération du dessin, de création de nouvelles lignes. Cette approche me permet aussi de raconter le Congo en réfléchissant sur toutes les lignes tracées au Congo, vers le Congo ou à partir du Congo, avant, pendant et après la colonisation. Présenté dans le cadre de la fin de mes études de doctorat, Congo History of Lines est né en utilisant cette démarche inspirée du design de la croix Congo, tel décrit par Geoffroy Heimlich, de sa fonction cosmologique expliquée par Barbaro Martinez Ruiz et les anecdotes autour de la croix Congo racontées par Cécile Fromont. La croix Congo existe à l'Africa Museum dans sa forme la plus élaborée, mais aussi dans sa forme plus simple dans les caves de la Lovo au Congo central en RDC. Congo History of Lines rassemble donc tous ces éléments précités pour raconter l'histoire violente du Congo, l'histoire des cycles de violence au Congo depuis la première rencontre entre l'homme blanc et l'homme noir à l'embouchure du fleuve Congo jusqu'à aujourd'hui. Cette histoire est racontée en utilisant l'intersection ou la rencontre entre la ligne et la performance, entre le dessin et la performance ou encore entre les propriétés de la ligne, telles que la connexion, la division, la réunion et la performance. Ce croisement s'effectue sur une croix inspirée de la croix Congo. Dans Congo History of Lines, la ligne est présentée sous plusieurs formes. La croix, croisement de deux toiles, croisement de deux mondes, l'Afrique et l'Occident. Le fleuve Congo, ligne bleue visible sur une carte et qui sert ici de fil de narration. Le cycle qui est un cercle ou une ligne courbe fermée. Le cycle de violence est en relation avec le cycle continu de la vie, au cycle continu du soleil, au cycle continu des événements que représente la croix Congo selon la cosmogonie Congo. Un cycle de vie permanent comme les violences perpétrées au Congo depuis plusieurs siècles. D'autres lignes, plutôt invisibles, sont générées entre les écrans situés sur chaque sommet de la croix. Ces écrans montrent l'artiste qui s'est multiplié pour jouer trois rôles différents. Celui du narrateur qui raconte l'histoire du Congo, dont la voix circule entre les téléviseurs qui deviennent des tubes de circulation du message. L'artiste joue aussi le rôle du dessinateur qui performe au milieu de la croix tout en retranscrivant l'histoire racontée par le narrateur. Le dernier rôle est celui de l'ancêtre qui écoute silencieusement le narrateur et réagit à son discours. Toutes ces différentes lignes portent en elles du mouvement, de la performance, dans l'orientation de la croix sud-nord, la circulation de la voix du narrateur entre les écrans, une circulation qui imite le flot du fleuve Congo et génère un cycle continu en référence au cycle de violence. La croix porte aussi des traces d'une performance qui a eu lieu à une certaine période et qui témoigne de la violence de l'histoire racontée. Une dernière ligne performative est générée grâce au public qui circule tout autour de l'œuvre durant l'exposition. Congo History of Lines est donc un drawing performance permanent qui raconte l'histoire violente du Congo. C'est un drawing performance qui se déroule sans l'intervention de l'artiste, mais grâce au public et grâce aux différents éléments tels que toile, vidéo, son et différentes disciplines artistiques telles que le dessin, la peinture, la performance, la narration qui sont croisés entre eux. Congo History of Lines est un drawing performance dont les lignes générées sont visibles et invisibles. Congo History of Lines est un drawing performance qui repense le dessin et la performance. Il y a encore un après Tervuren, qui est Tervuren invisible. Il y a un musée qui se forme, mais lentement, très douce. Mais les œuvres sont collectionnées et par après, ça sera dans le musée et ça va constituer encore un musée. À mon avis, Tervuren, ça continue toujours à exploiter toujours nos œuvres jusqu'à ce jour.
Je pense que Terre Virène continue toujours sa mission et que toutes ces œuvres-là, les œuvres aussi modernes et contemporaines, même après 2000 ans, 3000 ans, ça va encore reconstituer un autre musée moderne. Et que ces musées existent, si ce n'est que par des interviews, par des films, par des vidéos, ça constitue toujours un musée à la longue. Cette sorte de pillage, ça continue. Et on prend toujours les œuvres. Et des artistes modernes, des artistes contemporains, des artistes. Et tout ça, c'est organisé derrière derrière des petits projets, derrière les ateliers, derrière quelques conférences. Voilà, on peut bien sûr ne pas être d'accord avec les propositions du maître Mampouya, mais néanmoins, ces mots ont suscité en moi un intérêt pour ce musée. Peut-être parce que Mampouya considère le musée non pas comme une institution qui contient des archives, mais comme une archive en soi, c'est-à-dire l'archive avec un grand A qui est dérivé de archéon, pouvoir. Alors, pour faire bref, la question s'impose évidemment de la réappropriation, l'autre thème de ce week-end. Quelques années plus tard, avec l'artiste Mekar Azarikioso, je vous présente le deuxième fragment d'un film de fiction, Lobikuna, qui a été coproduit par Ellen, qui est ici aussi. Un petit film qu'on a fait bien avant le rapport de Bénédicte Savoy et Fewin Sarr, bien avant le film Black Panther. Voilà, le deuxième fragment. Merci. Voilà, Mekar Azarikioso, le co-scénariste et acteur, est dans l'archive et se réapproprie un élément d'archive, en l'occurrence le masque, très connu. Mais cette réappropriation n'est pas aussi facile que dans ce fragment. La rencontre avec les objets d'appartenance peut même entraîner un nouveau traumatisme parce que souvent elle réfère au contexte violent de l'appropriation coloniale de ces êtres et de la transformation, déformation de ces êtres par l'archive avec grand A. Dès lors, nous avons conçu le film comme un rituel, un rite dans lequel l'artiste et l'œuvre d'art elle-même jouent un rôle difficile de médiateur, de healer. Alors un dernier mot, je pense que cette médiation, c'est le rôle de l'artiste qui veut réveiller une partie de la mémoire collective, mais qui, pour faire cela, doit aller jusque dans ce qu'était le puits d'oubli de l'héritage déformé par la logique de cette archive. Merci beaucoup.
Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Précy Noumbi, artiste visuel éco-futuriste, sculpteur et performeur d'origine africaine, plus précisément congolais et Kinshasa. Je suis essoufflé. Je combats beaucoup à travers ce travail parce que c'est un travail de résistance matérielle et immatérielle. L'humanité souffre, mon identité souffre, ma tradition souffre. À travers mon art, j'interprète ce type de performance à travers cet habit, nos habits, et la réinterprétation de ces cultes, de ces cérémonies ancestrales, que tout s'est passé autour des masques et des costumes. Et surtout, je viens d'une culture où mes ancêtres furent des écolos, les gens qui n'ont pas utilisé l'industrie, qui n'ont pas trop pollué la terre, qui nous a juste légué ou laissé un patrimoine culturel que j'ai voulu le rendre durable à travers ces déchets qui vivent dans les millénaires. Cet récit, normalement, il est venu du Congo, plus précisément de Kinshasa et Goma. Les gens qui connaissent Kinshasa avec la pollution et Goma avec toutes sortes de résistances. Et je me disais, je dois continuer cette mission des ancêtres à travers les masques et les costumes. Mais ce qui m'a amené aujourd'hui ici, c'est aussi pour montrer ou éclaircir par rapport à la progrès de ces projets, parce que le projet est de consulter les archives muséales, travailler autour des masques, les cérémonies traditionnelles et les costumes, surtout la musique qui accompagne plus la cérémonie. Les sons qu'on a écoutés, ce sont des sons qui ont été travaillés avec les peuples pygmées de l'Équateur, en collaboration avec Kiben Kabea, un musicien électro-traditionnel qui a beaucoup fait des recherches aussi autour de cette musique autochtone. Donc, on voulait raconter les nouveaux récits, pas seulement dans les zones modernes, et aller même dans les zones rurales, raconter encore ces ancêtres et la pygmée qu'on a un peu rejetés pour m'initier à de nouvelles communications gestuelles et un nouveau culte. Avec toute la confiance, je sais qu'on a la capacité de changer le monde et on a la capacité de réformer encore nos identités. Ce travail, j'ai voulu aussi créer une déconstruction entre le regard afrofuturiste et écofuturiste. Pour tout ce qui m'attend, ce travail est venu de l'espace public, comme c'est parmi mes points de l'actualité ou des récoltes de récits. Et je me nomme aujourd'hui un robot sapiens, Kimbalambala, qui est une démarche qui voulait aussi déconstruire un peu les côtés sculpture monumentale sur les socles, qui est une sculpture qui devait aller vers la société, vers la communauté, pour les soins, pour la diversité et surtout pour la remise en question. Merci et merci à tout le monde d'être là. Merci à tous les organisateurs. Well, we are starting up the presentation. Maybe I just give a bit of introduction of myself. I'm a musician, and I'm currently working at the museum for the musicology department. So I'm gonna giving you more an academic point of view of how a musician and a researcher at the same time using the archives. As a musician myself, I visit museums. I go everywhere. When I perform, I visit the museums, I meet people. When I see the collection here, I got into a kind of desperation. Why? It's like, as a percussionist myself, I just don't know how the instruments sound. Of course, in the gallery, there is the object. Next to it is a card to explain what the object is.
and there are recordings, videos showing how the performances are. But I actually don't know how the instruments sound. And so I just connecting also with my past experience of playing the balafon of West Africa, the Bobo and Bamana peoples in Mali, Burkina Faso. So I've been playing this instrument for almost like 10 years. And I start to find out like, I actually can contribute something as a musician to at least sounding these instruments again. But I know, like, if I just hit on these xylophones, it's not really the thing. So I visit the archives, look at the photographs, the ethnographical records, letters, and also the music recordings, try to figure out how to perform on these instruments. So we have a collection of 159 xylophones collected from sub-Saharan Africa, and mainly the collection have instruments from Congo. So I focus on these two instruments because they have a very different way of playing and tuning the instrument, which far from what I know about music, and I really want to know further. And so the archives of photographs gave me some hints how to perform on these instruments. This is a photo of Chief Sansa at Billy playing the instruments, and the photograph of Chief Guga, which is actually telling where and who the instruments were collected from. And this was the map back in the day of Armand collected the instruments in Ouélé region. There's a document showing actually what they already knew in a time of 1932, so that these two Mansa xylophones were actually very rare because they were owned by the chiefs and notables. And following the events of colonization, what had happened, actually Mansa xylophones as a representation of authority, they were not really being played anymore. Like these instruments were found by Frank Michiels. This was just a photograph. We don't have this in our collection. But you see the calabashes, which this resonators, these calabashes were already missing. Musicians didn't really know how to play them. So the instruments were actually on the decline, and as well as the cultural heritage. So I think further, like, can I contribute something as a stakeholder, which is of the lowest rank, right? But maybe as a musician, I can try. What I was trying to do, still trying now actually, is to first analyze the instrument organology based on the facts, what we have learned from the archive, and try to play this music again. So I first show you a sound recording that was a performance happened in 1912 when Armand Hutourou was in the area. So it was a very old recording by wax cylinder, and it has a lot of noises, and you need some maybe technological help to try to reduce the noise first, and maybe when I have to analyze it, because it's not a music that's written down, so I also have to slow it down so I can step by step understand how the embodiment works.
this is a video of my attempt of playing this pattern. And this instrument is an electronic instrument. What I mean is there are some little round things. These are like contact microphones. It's kind of, how do you say, very easy physics of feeling the vibration when you hit on the wood. And then this hitting triggers some signals to the computer, and the computer gives us the sound of the collection instrument. So now what we hear is not from these wooden keys. It's actually sound samples from the library in the computer. It's just a demonstration, but it's the first step. So combining all these materials, and we can start to know more about what happened. So this is just a drop of how I made this setup, like with soldering, like melting the little iron parts together, and the computer program, how I use it, and making the mallets. So all with recycled materials. And so we made little exhibition for the people in our events 2 weeks ago. So it helped us to explain to the public what it is about. But something I'm missing right now, because the project has been happening for just about 1 year. And the next step, very important, I should highlight this, field studies, because basically everything happened in the museum right now. And I need to figure out more by meeting the people. But of course, it's not easy because the instrument is not being used anymore. So we just try best to go to there to find musicians or people who still have the memory of it. And further, we want to invite participation, co-creation projects, and to ask the musicians who are interested to use the sound archive to reappropriate. Because we need to find out the current meaning of this collection, or how they should have a role in our present-day society. But how do we do it? These are all questions. And I believe with these different methods, maybe we can find out something, and we can hear the sound again, and we will know what to do with these instruments now. But thank you very much. If you have any questions, we can talk about it later. Thank you. Thank you, Adilia. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je m'appelle Koen. Je suis ici pour notre projet, pour présenter notre projet Kumbu Kumbu. Malheureusement, mes deux collègues, Rei qui est à Kampala et Haldi qui est à Aru, ils ne pouvaient pas assister, comme il n'y a jamais assez de budget pour inviter les artistes qui viennent de l'Afrique. Donc, notre projet, je fais une toute petite introduction. Après, je vais montrer un tout petit extrait d'un travail en cours, un petit teaser. Et après, il y aura Haldi qui va nous parler en forme vidéo pour expliquer un peu les démarches. Notre projet, c'est un projet artistique et un projet de recherche collaboratif qui est basé sur l'acte d'écouter collectivement des témoignages. On est à 3, il y a Haldi Okudeo, il y a Rei Sapiens, il y a moi, Koen. Le but principal de ce projet, c'est d'essayer de collectionner et de rediffuser des témoignages qui donnent des réponses à deux questions. Qu'est-ce qui était la réalité journalière vécue sous occupation coloniale belge au nord-est de la RDC, spécifiquement les premiers 20 ans du Congo belge, et quelles en sont les conséquences à long terme. Je vous montre maintenant un petit extrait. Une chose que je trouve très remarquable dans la présentation qu'on a vue sur les Manza, vous avez vu, il y avait un administrateur de territoire qui demandait à Utero d'amener des Manza. Et en fait,
vous allez écouter la voix de cet administrateur de territoire qui écrit au commissaire de district dans ce petit extrait. Parce que Armand Utero n'était pas seulement ethnologue, il était aussi militaire. Cette chanson ici, c'est chanté quand on traitait les Noirs pour aller creuser des routes et de l'or. L'exploitation de nos richesses coloniales exige une abondante coopération de main-d'œuvre indigène. La seule solution pour arriver à un résultat sérieux et durable est de faire occuper militairement toute cette région et d'exécuter un nettoyage complet de la forêt. On parle de roche, mais c'est la prison. C'était à l'époque où on ne peut pas aussi parler la chanson. Bo dana angara maru on sidin ku edo angara ndrabaje zo onzire e kangara maru on si mi jani Salia bazidi to kumo droganda sili. Écoute. Résultat de l'opération militaire, 328 rebelles tués, 33 femmes capturées, recrutement et fourniture de vivres pour les mines assurés. Angaro jamemba piworo maludo malumadrada. Jamemba baiworo maludo malumadrada. Angaro jamemba piworo maludo malumadrada. Merci. Et là, je donne la parole à mon collègue et ami Haldi Okudeo qui nous parle depuis Aru. On a préenregistré cette vidéo pour éviter qu'il y ait des problèmes de connexion. Donc, la parole à Haldi. Bonjour tout le monde, je suis Haldi Okudeo, artiste congolais. J'habite en Ituri, précisément à Aru. Je fais partie du projet Kumbu Kumbu. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est parce que la musique relate des histoires anciennes et puis ça nous fait nous rappeler des choses qui se sont passées à l'époque coloniale. On ne peut pas regarder dans les archives parce que les informations d'archives sont très peu et puis chaque communauté a sa propre langue ici. Il faut chercher à définir ça aussi, chercher l'émotion qui a poussé les gens à chanter ça, les tations. Nous avions travaillé à la province de l'Ituri, à Aru, et nous sommes allés travailler encore à Mahagi, nous sommes allés encore à Haut-Touélé. À Haut-Touélé, nous avions travaillé dans le territoire de WhatsApp, et nous avions eu à réunir et faire l'entretien avec les sages, les experts du village, pour avoir le sens et le contexte des musiques. Parce qu'à l'époque coloniale, comme les Noirs n'avaient pas les forces de s'exprimer droitement, parce que si tu parles de ton malheur, tu dis ça droitement, on peut t'arrêter. C'était comme ça. Et maintenant, quand on est allé apprendre avec les vieux sages, ils ont révélé que c'était ceci ou cela. On parle des choses qu'on ne peut pas comprendre, mais entre eux là-bas, ils comprennent déjà qu'est-ce qu'on dit. Ce qui est c'est que les musiques sont chantées dans plusieurs langues et puis quand on arrive sur le terrain, presque ça relate des mêmes choses, la douleur de l'époque coloniale. On arrive ici chez les Logos, on trouve au Chat Madakele est mort, on arrive chez les Lubara, Ezoko est parti, on arrive chez les Alour, même chose, la douleur subie au champ, dans les mines, et des arrestations forcées pour l'armée, forcées pour les mines. Ces musiques se chantaient toujours dans le cadre de l'amatation parce qu'on manque quoi dire.
Quand on marque les mots, on doit encore chanter pour s'exprimer. Ali, merci à vous. Et s'il y a des questions, je serai là. Merci.